Radio. Sophie Durocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez l'actualité, vous avez sûrement vu cette histoire qui est vraiment absolument hallucinante. C'est vraiment assez particulier. Donc, c'est un scoop de ma collègue Audrey Ruel-Manceau, qui est vidéo-reporter au bureau d'enquête de Québécois. Et ça concerne donc cette ex-travailleuse sociale qui a fourni des cristaux guérisseurs à des enfants malades à l'hôpital de Montréal pour enfants. Ça, c'était l'information qui est sortie hier. Mais depuis, il y a des développements dans ce dossier-là. C'est pour ça que je voulais absolument parler à Audrey. Bonjour Audrey. Salut Sophie. On s'est vu pour la première fois, toi et moi. Je regarde là, tes parutions des articles. Le 30 septembre, tu as sorti donc ce documentaire qu'on peut encore voir, bien sûr, sur Vrai, sur des cristaux vendus ici, extraits par des enfants. Le 6 octobre, tu sors un article des livres québécois aux propos dangereux. Le 14 décembre, tu sors des soins ésotériques pour jeunes cancéreux. Le vendredi 15 décembre, 2 articles sur ce dossier-là. C'est vraiment un dossier que tu as mené du début, c'est-à-dire aller chercher les cristaux jusqu'à son point d'arrivée, l'hôpital Montréal pour enfants. Oui, c'est vrai que là, on a vraiment toute la chaîne du début à la fin. C'était pas ça l'objectif initialement, en fait, mais comme quand je suis venue en parler avec toi en septembre, ce documentaire-là, ça a été 1 an de recherche, de démarche. Hein. Quand on fait un documentaire, on fait pas ça en quelques semaines. C'est ça. Donc, ça fait des mois que je suis plongée dans les cristaux. Et ce qui est sorti hier avec la suite d'aujourd'hui, ça faisait un petit bout de temps déjà que je savais qu'il y avait ça qui était en place. Le temps d'attacher tous les morceaux, ça a pris quelques semaines. Et de là a découlé l'histoire qu'on a pu publier hier avec des cristaux guérisseurs à l'hôpital de Montréal pour enfants. Alors, je trouvais ça important de le dire dans l'introduction parce que les gens lisent ça dans leur journal où ils voient, toi, en entrevue, on parle 6-7 minutes, mais je trouve que c'est important que les gens comprennent c'est quoi du journalisme d'enquête. Ce sont des gens comme toi, comme les collègues qui s'investissent pendant des mois et c'est aussi des médias qui investissent pour dégager une journaliste qui travaille longtemps. Quand on parle de la crise des médias, c'est important de rappeler à quoi sert l'argent qu'on a investi dans les médias. Je trouvais ça important de le dire. Alors, revenons à cette histoire. Donc, cette fameuse Madame Linda Blanchette, le Conseil de l'Ordre des travailleurs sociaux demande quoi concernant Madame Blanchette? On demande une enquête. En fait, on demande une enquête au bureau du syndic. Donc, on peut pas savoir si ça a déjà eu lieu. Parce que quand il y a une enquête du bureau du syndic, ça reste confidentiel. C'est une entité qui est indépendante de l'Ordre des travailleurs sociaux. C'est la même chose au Collège des médecins. C'est la même chose à l'Ordre des psychologues. Quand il y a une enquête, sans que ça mène à des mesures disciplinaires par le conseil de discipline, ça reste confidentiel. Pour que nous, le public, on soit au courant, ça doit franchir les étapes subséquentes. Donc là, on verra si ce sera le cas. Mais c'est le président de l'Ordre des travailleurs sociaux qui lui-même a demandé au syndic qu'une enquête soit faite. Donc, il n'y a pas eu besoin qu'il y ait une plainte qui soit faite par le public. C'est venu de l'ordre en tant que tel, en soi. Et cette enquête-là a donc été déclenchée hier à la lumière des informations qu'on a rendues publiques, qu'on a découvertes et qu'on a partagées. Alors, c'est d'après toi, quel élément de ton reportage explosif d'hier qui a provoqué justement cette demande d'enquête de la part du président de l'Ordre? Il y en a certainement eu quelques-uns quand on regarde le code de déontologie des travailleurs sociaux, quand on regarde ce qu'ils peuvent faire et ne peuvent pas faire, on voit déjà que il y a certaines limites qui, en tout cas en apparence, ont été possiblement franchies. Et là, vous verrez que je suis pas dans l'affirmative parce que moi, j'étais pas là, j'ai fait une enquête journalistique, j'ai pas fait une enquête de bureau du syndic pour un ordre, mais certainement que ce qu'on nous a dit, parce que j'avais parlé, bien sûr, avec l'Ordre des travailleurs sociaux avant de sortir l'histoire, puis j'avais demandé des questions plus générales parce qu'ils peuvent jamais commenter un cas en particulier, mais j'avais dit, c'est quoi les barèmes du travail d'un ordre, d'un travailleur social, parce que pour certaines personnes, ça peut être abstrait, jusqu'où ils peuvent aller, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur intervention, comme leur rôle, en fait, c'est d'assurer une bonne et belle transition entre l'humain et son environnement et les soins et tout ça. On se dit, bon, jusqu'où on peut aller là-dedans? Et l'ordre a été très clair à ce moment-là.
peu importe les techniques et les méthodes qui sont employées par un travailleur social, ça doit être basé sur des principes scientifiques. Voilà. Voilà, donc déjà en partant, il y a un souci parce que, donc, pour le rappeler, Linda Blanchette, elle travaillait donc auprès des enfants malades du Children. Elle avait écrit un livre avec l'argent d'une bourse du Children qui faisait des affirmations sur des traitements possibles avec des cristaux et des pierres, et en particulier pour soulager, par exemple, des nausées d'enfants atteints de cancer, alors qu'il n'y a aucune base scientifique pour corroborer ça. Il n'y a absolument aucune étude scientifique qui a été faite qui prouve l'efficacité des pouvoirs guérisseurs des cristaux. Depuis un an, j'ai parlé à une multitude de spécialistes. Là, je sors pas ça de mon chapeau. C'est des scientifiques qui s'entendent pour nous le dire, des médecins, des géologues. Les cristaux n'ont aucun pouvoir démontré. C'est appuyé sur aucune science. C'est une croyance. Donc, en partant de là, il n'y a rien qui a jamais été prouvé. Si les gens veulent bien y croire, s'il y a un effet, c'est un effet placebo. D'accord. Et ce qui est important, c'est que si dans votre vie de tous les jours, là, ça vous tente d'utiliser des cristaux, ça vous appartient. Là où ça cause souci, et c'est pour ça que c'est important ce que tu as pointé du doigt, c'est que la travailleuse sociale travaille dans un hôpital et que normalement, dans un hôpital, on se base sur la science pour soigner les patients. Et en plus, elle a reçu donc une bourse de l'hôpital. Donc, à plein niveau, il y a des problèmes d'éthique. Ce qu'on découvre aussi, que tu nous apprends aujourd'hui, parce que tu as travaillé très fort sur ce dossier-là, c'est que cette fameuse dame, Lynn Blanchette, ben, elle a un programme. En fait, elle a participé à un programme. En fait, elle a étudié ça comme si c'est des heures et des heures d'études, mais auprès d'un institut qui lui-même est pas particulièrement scientifique, là. Absolument, et pas, en fait. Non, c'est ça. En fait, Linda Blanchette, ce qu'on nous a dit à l'hôpital d'abord, c'est que les pierres n'étaient pas présentées comme avec des vertus guérisseuses en soi. La travailleuse sociale nous a elle-même dit comment elle les présentait et il y avait des promesses de guérison ou en tout cas de confort associées aux pierres. Et là, ce qu'on voit dans le livre qui a été financé par la Fondation grâce à la bourse qu'elle a reçue, dans la biographie de l'auteur à la fin, elle se dit diplômée de l'Institut Mandala du Bouddha de la médecine. Et cet endroit-là, c'est un OBNL où il y a une formation en lithothérapie, donc pour apprendre comment les cristaux agissent, quelles sont leurs vibrations selon leur couleur, leur forme, leur provenance et tout ça. Et c'est une formation qui dure 130 heures. Combien vous pensez que ça coûte? Ben, ça doit coûter cher. Non, c'est 1700 gratuit. 1700 $. Non, c'est pas gratuit. 1700 $. Et le mandat, et c'est l'OBNL lui-même qui dit sur son site, le mandat de l'Institut, c'est de promouvoir la lithothérapie, entre autres par la publication de livres, l'organisation d'activités, XYZ. Donc, Madame Blanchette avait suivi cette formation-là. Ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'elle était affiliée par d'autres moyens à cet institut-là. C'est même elle qui nous a vendu son livre quand on est allé l'acheter à l'Institut. Donc, elle est bénévole à l'accueil et elle participe aussi à des séances de méditation qui ont lieu sous le même toit parce que l'Institut fait partie d'un conglomérat d'entreprises et d'organismes où on vend des cristaux, où on vend les livres. Il y a la maison d'édition qui est sous le même toit également. Il y a un centre de méditation et chacune de ces entités-là sont dirigées ou présidées par soit une ou l'autre de ces deux personnes, soit Claire Desrochers ou Claude Effroy, et ces deux personnes-là sont un couple. Bon, alors, évidemment, encore une fois, il n'y a rien d'illégal dans tout ça. Les gens peuvent croire dans ce qu'ils veulent, mais je le rappelle, c'est que cette dame-là qui travaillait comme travailleuse sociale à l'hôpital était
complètement en conflit d'intérêts parce qu'elle faisait à la fois la promotion de son livre fait la promotion en fait du fait qu'elle était diplômée de cette espèce d'institut qui s'appelle Mandala Buddha. Déjà, c'est pas super méga sérieux et en plus, elle faisait des promesses. Donc, il y a énormément de questions d'éthique. Donc, écoute, je veux te remercier, Audrey, parce que tu as vraiment fait un travail exemplaire en allant tirer sur toutes les ficelles dans cette histoire-là. Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire-là non plus parce que tu vas continuer à la suivre. Merci beaucoup, Audrey Ruel-Manceau. Merci, Sophie.